Le marché de l'emploi ne s'est pas effondré dans un grand fracas. Il s'est éteint à bas bruit. Pas d'explosion, pas d'annonce choc. Juste des centaines de candidatures envoyées, sans réponse. Ni refus, ni rappel. Le vide. Pendant que les marchés financiers applaudissent et que les indices boursiers s'emballent, des millions d'Américains restent bloqués à la porte d'emploi qu'ils sont prêts à accepter immédiatement. En coulisses, les licenciements s'enchaînent. Les recrutements, eux, sont à l'arrêt. Et le système qui, autrefois, reliait le travail à un salaire ne fonctionne plus comme avant. Ce n'est pas une question de compétence. Ce n'est pas un problème d'effort. Et ce n'est pas un simple ralentissement passager. C'est ce qui arrive quand une économie continue d'avancer sur le papier, pendant que des personnes bien réelles disparaissent silencieusement du jeu. La première rupture n'a pas eu lieu dans les usines ou les bureaux. Elle s'est produite sur les écrans. Ce que les plateformes d'emploi présentent comme un marché dynamique est en grande partie une illusion. Des dizaines de millions d'offres circulent en ligne, mais une part croissante d'entre elles ne correspond à aucune intention réelle d'embauche. Certaines entreprises publient des postes pour cocher des cases internes, justifier des équipes de recrutement, rassurer les investisseurs ou constituer discrètement des bases de CV pour plus tard. Résultat, des emplois existent numériquement, mais pas opérationnellement. Les enquêtes sur le marché du travail sont claires. Plus d'un tiers, parfois près de la moitié des recruteurs reconnaissent diffuser des offres qu'ils n'ont aucune intention de pourvoir. Certaines annonces restent en ligne pendant des mois sans le moindre entretien. D'autres sont republiées chaque semaine pour donner l'illusion d'une croissance continue. Ce jeu fausse le signal le plus fondamental du marché du travail, la demande réelle. Quand les offres ne débouchent plus sur des embauches, les statistiques de l'emploi cessent de refléter la réalité. En parallèle, le nombre de chercheurs d'emploi explose. Des millions de candidats se retrouvent à courir après un nombre de postes réels de plus en plus limité. Les chiffres ne tiennent plus. Là où un marché compte 5 à 7 candidats par poste, on parle aujourd'hui, pour les vrais emplois, de dizaines, parfois de centaines de candidatures. Le tunnel du recrutement se bouche avant même de commencer. Derrière tout ça, il y a une logique financière très simple. Publier une offre ne coûte presque rien. Embaucher, en revanche, coûte cher. Un salaire intermédiaire tourne désormais entre 70 000 et 90 000 $ par an, auquel s'ajoutent 30 à 40% de charges et d'avantages. Dans un contexte où les entreprises sont obsédées par la protection de leurs marges, retarder ou annuler un recrutement est le moyen le plus rapide d'améliorer les résultats trimestriels, sans faire de bruit. Et le mécanisme s'auto-alimente. Les entreprises gèlent les embauches, mais laissent les annonces en ligne au cas où. Les annonces visibles servent ensuite de preuve aux décideurs politiques pour affirmer que le marché du travail reste solide. Le discours officiel reste optimiste, l'urgence disparaît, et l'écart entre les chiffres et la vie réelle continue de se creuser. Les conséquences s'accumulent. Les chercheurs d'emploi passent des mois à postuler à des postes fantômes. Les délais de recrutement s'allongent, non pas par prudence, mais par indécision ou par refus d'agir. Les économies des ménages fondent. Le crédit prend le relais. La consommation ralentit, non pas brutalement, mais progressivement. C'est là que le silence devient révélateur. Un marché de l'emploi qui fonctionne produit des signaux, des appels, des entretiens, des offres, même des refus. Un marché cassé, lui, ne renvoie rien. Aucun retour, aucune clôture. Juste des candidatures qui disparaissent dans des systèmes automatisés. Et ce dysfonctionnement ne reste pas isolé. Quand les offres cessent de se transformer en salaire, les licenciements ne font pas qu'augmenter, ils s'accélèrent. Ce qui commence par une fausse demande sur les job boards finit par devenir un vrai problème sur les bilans financiers. Le marché de l'emploi qui disparaît est la première fissure. Ensuite vient le moteur qui transforme une panne silencieuse en perte d'emploi massive. Car quand les embauches se figent durablement, les licenciements deviennent l'étape suivante, presque mécanique. La même logique qui pousse à maintenir des offres ouvertes sans recruter pousse désormais à couper plus vite, pas plus lentement. Les entreprises ne licencient pas parce que la demande s'effondre soudainement. Elles licencient parce que la pression financière arrive avant que la chute ne soit officiellement visible. Coûts salariaux en hausse, crédits plus chers, croissance des revenus en perte de vitesse, tout pousse à agir en amont. Et dans une entreprise, la masse salariale reste la dépense la plus facile à ajuster. La réduire a un effet immédiat sur les résultats. Voilà pourquoi les licenciements s'accélèrent alors même que les gros titres économiques restent rassurants. Plus de 1,1 million d'emplois ont déjà été supprimés, et le rythme s'est nettement intensifié en fin d'année, avec plus de 70 000 licenciements sur le seul mois de novembre. Ce n'est pas un accident ponctuel, c'est une dynamique. Historiquement, quand ce seuil est franchi en fin de cycle, les trimestres suivants ne se stabilisent pas. Ils s'enchaînent en cascade. Le calcul est froid,
mais limpide. Une entreprise de 10 000 salariés, avec un salaire moyen de 85 000 $, économise 8,5 millions de dollars par an pour chaque tranche de 100 postes supprimés, avant même de compter les charges ou les engagements futurs. Dans un environnement où les marges se contractent et où la dette coûte plus cher, cette économie devient difficile à ignorer. C'est aussi pour cela que les licenciements touchent désormais des entreprises rentables. La rentabilité ne protège plus les employés. Les marchés récompensent l'augmentation des marges, pas la stabilité de l'emploi. Lorsqu'une entreprise annonce des suppressions de postes, son action monte souvent le jour même. Les investisseurs y voient de la rigueur. Les salariés, eux, y voient une gomme. Si on relie tout ça au marché de l'emploi fantôme, le tableau devient clair. On gèle les recrutements d'abord. On limite les coûts d'intégration. Puis, si la pression persiste, le gel se transforme en licenciement. Le marché de l'emploi ne s'effondre pas d'un coup. Il se resserre, il se fige, puis il casse. Un dernier facteur accélère encore le phénomène, le timing. Les entreprises concentrent les licenciements avant la fin d'un exercice ou au début du suivant pour assainir les bilans et ajuster les prévisions. Cela crée des vagues. Une entreprise agit, les autres suivent. Non pas parce que la situation se dégrade soudainement, mais parce que les comportements se synchronisent. Et pendant ce temps, le récit public arrive toujours en retard. Les données officielles sur l'emploi regardent dans le rétroviseur. Les pertes apparaissent une fois que les dégâts sont faits. Quand les licenciements font la une, les décisions, elles, ont été prises des mois plus tôt. En silence. En interne. Et avec une précision redoutable. Ce qui rend cette phase particulièrement dangereuse, c'est que le système a déjà perdu son amortisseur. Les recrutements ralentissent. Les offres visibles ne débouchent sur rien de concret. Les chemins pour retrouver un emploi se rétrécissent. Désormais, chaque licenciement envoie directement une personne de plus dans un marché saturé, avec de moins en moins de portes de sortie. C'est exactement comme ça que l'accélération se produit. Les suppressions de postes ne ralentissent pas parce que la situation s'améliore. Elles ne ralentissent que lorsqu'il n'y a plus rien à couper. Et plus ce mécanisme tourne longtemps, plus la pression se diffuse vers l'extérieur, vers les entreprises plus petites, les bilans fragiles et les foyers qui n'ont plus aucune marge pour encaisser le choc. Quand les licenciements s'emballent, ils ne se propagent jamais au hasard. Ils avancent par vagues. Des vagues logiques, prévisibles, structurelles, et de plus en plus destructrices à chaque passage. La première vague démarre toujours au sommet. Les grandes entreprises agissent en premier parce qu'elles disposent des données, de la trésorerie et du recul nécessaires pour intervenir avant que la dégradation ne soit visible. Elles coupent de manière proactive pour protéger leurs marges, rassurer les actionnaires et réinitialiser leurs objectifs. Une réduction de seulement 3 à 5% des effectifs dans un géant du marché peut représenter des centaines de millions de dollars d'économies par an. C'est là que les médias concentrent leur attention, donnant l'impression que les dégâts sont limités et maîtrisés. Mais cette impression ne dure jamais. La deuxième vague arrive quand les entreprises de taille intermédiaire ne réagissent plus à la demande, mais à la perte de confiance. Elles fournissent des services aux grands groupes ou dépendent directement de leurs commandes. Quand ces commandes ralentissent, que les contrats se réduisent ou que les paiements prennent du retard, l'impact est immédiat. Contrairement aux mastodontes, ces sociétés n'ont pas de coussin financier épais. Un seul client perdu peut suffire à effacer toute rentabilité. Ici, les licenciements ne sont pas stratégiques. Ils sont défensifs. C'est à ce stade que les volumes explosent. Les entreprises de taille moyenne emploient une part énorme de la population active. Lorsqu'elles réduisent leurs effectifs, les pertes d'emploi se diffusent partout, sans faire la une. Une société de 200 personnes qui supprime 30 postes ne déclenche pas d'alerte nationale. Mais répétez ce scénario des milliers de fois, et le marché du travail se fissure en silence. La troisième vague est la plus destructrice, et pourtant la moins évoquée. Les petites entreprises ne licencient pas pour améliorer leurs marges. Elles licencient pour survivre. Hausse des taux d'intérêt, crédits plus rares, consommation en baisse, paiements retardés, la pression vient de tous les côtés. La masse salariale devient une question de vie ou de mort. Supprimer 1 ou 2 salaires peut faire la différence entre rester ouvert ou fermer définitivement. Cette vague arrive en dernier parce qu'elle nécessite que la pression traverse toute la chaîne économique. Elle survient après les gels d'embauche, après les coupes des grands groupes, après le ralentissement des dépenses. Mais lorsqu'elle frappe, elle touche le plus grand nombre de foyers. Les petites entreprises représentent, à elles seules, des dizaines de millions d'emplois. Quand elles reculent, il n'existe plus de structure plus grande pour absorber les travailleurs déplacés. C'est pour cela que les licenciements semblent soudains à l'échelle individuelle, mais inévitables à l'échelle globale. Chaque vague nourrit la suivante. Les grands groupes réduisent la demande.
Les entreprises intermédiaires perdent du chiffre d'affaires. Les petites entreprises manquent d'oxygène. Le système ne s'ajuste pas. Il s'effondre en cascade. Si on relie ce mécanisme au marché de l'embauche à l'arrêt, le danger devient évident. Lors des crises précédentes, les travailleurs licenciés pouvaient se repositionner d'un niveau à l'autre. Aujourd'hui, les 3 étages se contractent simultanément. Les points de réentrée disparaissent. L'échelle se brise du haut vers le bas. Et ce cycle ne s'inverse pas grâce à l'optimisme ou au discours rassurant. Il ne se retourne que lorsque la demande se stabilise sur toute la chaîne, ou lorsque le coût du travail chute suffisamment pour relancer les embauches. D'ici là, les vagues continuent de s'étendre, touchant même des secteurs qui se pensaient à l'abri. Quand les licenciements atteignent la 3e vague, l'économie ne ralentit plus. Elle se creuse de l'intérieur. Une fois que les suppressions de postes ont traversé chaque couche de l'économie, le dernier piège se referme. Le système de recrutement lui-même cesse de fonctionner. C'est à ce moment précis que l'intelligence artificielle cesse d'être un outil de productivité pour devenir une faille structurelle. L'IA ne s'est pas contentée de supprimer des postes. Elle a transformé la manière dont l'accès au travail est décidé. Aujourd'hui, la majorité des entreprises s'appuient sur des systèmes automatisés pour filtrer les candidatures avant qu'un humain ne voie le moindre CV. Ces outils sont conçus pour traiter des volumes massifs, pas pour exercer un jugement. Le résultat, c'est une exclusion de masse dès l'entrée. Des candidats parfaitement qualifiés sont éliminés en quelques millisecondes. Non pas parce qu'ils manquent de compétences, mais parce qu'ils ne correspondent pas à des schémas algorithmiques souvent basés sur des critères obsolètes ou purement budgétaires. L'ampleur du phénomène est vertigineuse. Les grandes entreprises reçoivent couramment entre 500 et 2000 candidatures par poste. Pour gérer ce flux, le filtrage automatisé est devenu une obligation. Mais une fois que l'automatisation contrôle l'accès, un simple mot-clé manquant suffit à effacer un profil. L'expérience devient invisible. Le contexte disparaît. La revue humaine se réduit à une fraction infime des candidatures, parfois moins de 5%. Et comme si cela ne suffisait pas, l'IA a introduit une distorsion encore plus corrosive, les candidats synthétiques. Des outils automatisés génèrent désormais des CV et les envoient à grande échelle. Les recruteurs se retrouvent noyés sous des profils faux ou exagérés, ce qui les pousse à durcir encore les filtres. Plus les filtres se resserrent, plus les vrais candidats sont éjectés. Le système finit par se dévorer lui-même. Et une boucle s'installe. Toujours plus de candidatures automatisées, donc des filtres toujours plus sévères, et un accès au travail qui se referme encore un peu plus. Plus le filtrage se durcit, plus les refus explosent. Et plus les refus augmentent, plus les entreprises se persuadent que le vivier de talent est faible. Résultat logique, elles ralentissent encore les embauches. Les offres restent affichées, mais recruter devient pratiquement impossible. Ce qui ressemble à de la prudence est en réalité une paralysie organisée par l'automatisation. La pression sur les coûts ne fait qu'amplifier ce phénomène. Chaque embauche est perçue comme un engagement lourd et durable. Quand le coût total d'un salarié oscille entre 90 000 et 120 000 $ par an, les entreprises préfèrent passer à côté d'un bon profil plutôt que de prendre le risque d'un mauvais choix. L'IA devient alors un bouclier juridique et financier, une justification parfaite pour repousser indéfiniment la décision tout en affirmant que le processus est en cours. Et là, on retombe directement sur l'effondrement en 3 vagues. Plus les licenciements s'étendent, plus le nombre de candidats explose. Plus les candidatures affluent, plus les filtres algorithmiques se durcissent. Quand l'embauche devient un test de résistance plutôt qu'un test de compétence, le marché du travail cesse d'allouer les talents. Il commence à rationner la survie. Et quand ce labyrinthe semble sans issue, la réponse venue de l'extérieur devient brutale. Prends n'importe quel job. Cette phrase persiste parce que beaucoup ne voient pas ce que le marché a déjà absorbé. Elle repose sur une idée fausse, qu'il existerait toujours un socle de travail accessible, des emplois peu qualifiés servant de filet de sécurité. Mais quand les licenciements traversent toutes les vagues, les travailleurs déplacés ne disparaissent pas. Ils descendent. Et cela crée une compression, pas des opportunités. Les emplois d'entrée de gamme deviennent des goulots d'étranglement. Le commerce, la restauration, la logistique ou les entrepôts reçoivent désormais des dizaines, parfois des centaines de candidatures par poste, souvent de personnes qui gagnaient 60 000 $ ou plus quelques mois plus tôt. Plus les filtres se durcissent, plus le flux réel d'embauche s'effondre. Le marché se verrouille. Les gens sortent de l'emploi plus vite qu'ils ne peuvent y revenir. Mais l'impact ne s'arrête pas au recrutement externe. Les promotions internes se figent, faute de repères. La mobilité de carrière disparaît. Les salaires cessent de progresser parce que les algorithmes les alignent sur des moyennes en baisse. Même le pouvoir de négociation s'évapore quand la sélection est entièrement automatisée.
Ce qui rend cette phase particulièrement dangereuse, c'est son invisibilité. Pas de lettre de refus. Pas d'entretien. Aucun retour. Juste le silence. Et économiquement, le silence, c'est de la friction. À grande échelle, cette friction finit par bloquer tout le système. L'intelligence artificielle n'a pas seulement remplacé des tâches. Elle a rompu le lien fondamental entre le travail et l'opportunité. Une fois ce lien brisé, le marché de l'emploi ne s'autorégule plus. Il s'encombre. Ce qui suit n'est pas une reprise, mais un labyrinthe où l'effort ne garantit plus le résultat, et où survivre à une vague de licenciements ne signifie plus pouvoir revenir dans le jeu. Quand l'IA durcit la porte d'entrée, les rares candidats qui passent ne trouvent pas de clarté. Ils trouvent l'attente. C'est là que le système cesse de filtrer et commence à bloquer. Aujourd'hui, le recrutement échoue rarement parce que les entreprises manquent de talent. Il échoue parce que la décision a été remplacée par le processus. Les entretiens à rallonge ne servent plus à évaluer. Ils servent à éviter le risque. La responsabilité est diluée entre comités, services et niveaux de validation, au point que plus personne n'assume le choix final. De l'extérieur, tout semble bouger. Pré-entretien, test technique, panel, entretien culturel, validation finale. En réalité, chaque étape est conçue pour retarder l'engagement. Ce qui prenait autrefois quelques jours s'étire désormais sur 6 à 10 semaines, parfois davantage. Et pendant ce temps, les budgets changent, les priorités glissent, et les postes disparaissent sans bruit. Ce blocage est directement lié au filtrage automatisé. L'IA réduit drastiquement le nombre de profils visibles. Les managers, confrontés à un petit nombre de candidats, perçoivent chaque choix comme un risque majeur. La peur monte. Les exigences aussi. Les entretiens se multiplient non pas parce que le niveau attendu augmente, mais parce que la confiance diminue. La pression financière accentue encore cette inertie. Embaucher quelqu'un à 85 000 $, plus 30% de charges, c'est une décision à 6 chiffres dans une économie incertaine. Dans un système obsédé par la protection des marges, la décision la plus sûre devient le report. Chaque entretien supplémentaire, c'est un mois de plus sans engager de capital. Les données le confirment. Le délai moyen d'embauche a augmenté de 30 à 40% par rapport à l'avant-crise, alors même que le chômage progresse. C'est un signal clair. Dans un marché sain, plus de chômage accélère les recrutements. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On interviewe davantage, on embauche moins. Ce labyrinthe joue aussi un rôle silencieux, l'élimination par l'endurance. Les processus interminables excluent ceux qui ne peuvent pas attendre. Les candidats sans économie abandonnent. Ceux qui ont d'autres options disparaissent. À la fin, les profils retenus ne sont pas forcément les meilleurs, mais ceux qui peuvent tenir financièrement. En parallèle, les contraintes internes s'accumulent. Les équipes doivent recruter sans augmenter les effectifs globaux. Chaque poste doit se justifier trimestre après trimestre. Les chaînes de validation s'allongent. Même quand tout le monde est d'accord, l'exécution cale. Les postes restent ouverts non parce que les candidats échouent, mais parce que les conditions changent en cours de route. Tout cela alimente l'effondrement général. Plus il y a de licenciements, plus les candidatures augmentent. Plus les candidatures augmentent, plus le tri se durcit. Plus le tri se durcit, plus les processus s'étirent. Et plus il s'étire, plus le nombre réel d'embauches s'effondre. Le système s'épuise sous sa propre complexité. Vu de l'extérieur, cela ressemble à de l'opportunité. De l'intérieur, c'est de l'inertie. Un labyrinthe qui absorbe le temps, l'énergie et l'espoir, pour produire presque aucun recrutement. Et contrairement au licenciement, cet échec ne fait pas la une. Il laisse juste des semaines perdues, des économies vidées, et des travailleurs renvoyés au point de départ. Quand un emploi payé 15 à 18 $ de leur attire ce profil, le mythe s'effondre. Les salaires expliquent pourquoi il survit encore. Le salaire minimum fédéral est à 7,25 $, alors que les loyers, l'énergie, l'assurance et l'alimentation sont calibrés pour des revenus qui n'existent plus. Même à 20 $ de l'heure, un temps plein plafonne à environ 41 600 $ par an avant impôt, insuffisant dans la majorité des zones urbaines. Ces emplois ne stabilisent pas les ménages. Ils retardent la chute. Et cela renvoie directement à la paralysie du recrutement. Quand les travailleurs qualifiés se déversent dans les emplois de service, les recruteurs sont submergés. Le tri se resserre encore. Le risque de turnover augmente. Les coûts de formation montent. Les employeurs réagissent en ralentissant davantage les embauches ou en réduisant les heures. L'économie de secours disparaît. Le travail à la demande se sature instantanément. Les rémunérations s'écrasent quand l'offre de main-d'œuvre dépasse la demande. Ce qui servait de revenu temporaire devient une course vers le bas,
où les travailleurs assument eux-mêmes carburant, assurance et entretien. Le discours dominant transforme ce désastre structurel en échec individuel. On fait croire que le problème vient de l'effort, alors qu'il est purement mathématique. Trop de travailleurs, trop peu de postes viables, des salaires déconnectés du coût de la vie. Les blocages existent à tous les niveaux. Ce n'est pas un refus de travailler. C'est le travail qui ne remplit plus sa fonction essentielle. Transformer l'effort en survie. Quand cette conversion casse, dire « prends n'importe quel job » n'est pas un conseil. C'est un déni. Et quand le déni remplace la politique, la pression ne disparaît pas. Elle se replie sur les ménages déjà épuisés par les licenciements, les embauches bloquées et la hausse des prix. Ce qui suit n'est pas de la résilience. C'est de l'épuisement. Quand le travail ne garantit plus un revenu, l'inflation cesse d'être un chiffre abstrait. Elle devient un amplificateur de crise. C'est là que la rupture devient dangereuse. Perdre son emploi est supportable si les prix sont stables. Subir l'inflation est gérable si les revenus tiennent. Aujourd'hui, les deux s'aggravent simultanément. Les loyers encaissent le premier choc. Ils montent et ne redescendent pas. Perdre un revenu de 70 000 $ n'entraîne aucune baisse du loyer. Les renouvellements augmentent encore de 5 à 10%. L'énergie suit. Chauffage, électricité, assurance augmente quoi qu'il arrive. Ce sont des coûts incompressibles dans un budget qui rétrécit. Puis vient l'alimentation. Les prix n'explosent pas toujours, mais les quantités diminuent. Un panier à 6 cents $ devient discrètement un panier à 9 cents ou 1000 $, avec une qualité en baisse. Ce n'est pas une inflation de confort. C'est une inflation de survie. La santé verrouille le piège. La couverture disparaît avec l'emploi. Les assurances individuelles coûtent des centaines, parfois des milliers de dollars par mois, avec des franchises à 8 000 ou 10 000 $. Le danger n'est pas seulement la dette médicale, mais l'évitement des soins. Tout cela est directement lié à l'effondrement du marché du travail. Les cycles d'embauche interminables vident les économies. Les emplois de repli ne couvrent pas l'essentiel. Le crédit prend le relais, mais avec des taux élevés, il devient un précipice. Une dette de 5 000 à 10 000 $ à plus de 20% n'est pas une stabilisation. C'est une accélération vers le défaut. Les comportements changent vite. Les dépenses discrétionnaires disparaissent. L'entretien est reporté. Les assurances sont réduites ou supprimées. Ce sont des décisions de triage, pas des choix stratégiques. L'économie ne ressemble pas à une récession classique. Elle ressemble à une cage. C'est pour cela que l'inflation frappe plus fort qu'avant. Les prix ont augmenté en premier. Les salaires ont suivi en retard. Et maintenant, l'emploi cède sous des coûts déjà élevés. Il n'y a plus d'amortisseurs. Chaque licenciement se traduit immédiatement par des factures impayées, des soins reportés et un stress financier massif. L'économie globale reflète cela avec retard. La consommation baisse doucement. Les petites entreprises perdent du volume. Les prestataires voient les annulations s'accumuler. La pression remonte toute la chaîne, alimentant la prochaine vague de licenciements. Quand la perte d'emploi rencontre une inflation installée, le temps devient l'ennemi. Les économies fondent plus vite. La dette pèse plus lourd. Les fenêtres de reprise se referment. Ce n'est pas un passage difficile. C'est une phase de compression. Et une économie en compression ne ralentit pas doucement. Elle se fissure. Pendant que les ménages étouffent, les marchés financiers envoient le signal inverse. C'est la déconnexion finale, et elle n'a rien d'accidentel. Wall Street ne réagit pas à la souffrance des travailleurs, parce que leur rémunération n'améliore pas les indicateurs que les marchés surveillent. Quand une entreprise supprime des emplois, ses marges augmentent instantanément. Retirer 100 millions de dollars de masse salariale peut gonfler les bénéfices sans vendre un produit de plus. Les marchés applaudissent cette efficacité. Les cours montent après les annonces de licenciement. Pour les investisseurs, c'est de la discipline. Pour les salariés, c'est une gomme. Cette logique alimente directement le moteur des licenciements et l'effondrement de l'embauche. Les entreprises gèlent les recrutements, automatisent le tri et affichent une productivité artificielle par employé. Les algorithmes ne mesurent ni l'épuisement, ni le risque, ni les dégâts à long terme. Ils mesurent les marges. La concentration du capital amplifie encore le phénomène. Une poignée de géants pèse désormais lourdement sur les indices. Quand ils licencient, le marché peut monter alors même que l'emploi s'effondre ailleurs. La force des indices masque la fracture du marché du travail. La liquidité termine l'illusion. Des milliers de milliards restent investis dans des actifs financiers, protégés des hausses de loyer, de nourriture ou d'assurance. Les marchés raisonnent en rendement, pas en survie. Tant que les prévisions tiennent, le système se déclare gagnant.
Pendant ce temps, l'économie réelle encaisse. La consommation baisse. Les défauts de paiement augmentent. Les retards s'accumulent. Mais ces signaux arrivent tard, et les marchés valorisent le présent, pas les conséquences. C'est pour cela que la confiance règne en haut pendant que l'angoisse domine en bas. Le système protège d'abord le capital, ensuite et seulement ensuite le travail. L'emploi est traité comme une variable d'ajustement, pas comme un socle. Le danger, aujourd'hui, c'est la normalisation. Quand les licenciements ne choquent plus, ils cessent de déclencher l'alarme. Ils deviennent attendus, intégrés, invisibles. Et à ce moment-là, la déconnexion se transforme en indifférence. Une économie peut survivre à des pertes d'emploi. Elle ne survit pas à un modèle où la hausse des actifs dépend de l'insécurité permanente des travailleurs. Quand les marchés applaudissent une efficacité construite sur l'effacement humain, l'effondrement n'arrive pas dans la panique. Il arrive sous les applaudissements.